Coup de tonnerre, Paul Biya bloque le budget 2026, panique générale à Yaoundé. Imaginez. Vous êtes ministre. Vous avez votre bureau climatisé, votre convoi de véhicules tout-terrain, votre agenda rempli de réunions dont vous ne comprenez pas la moitié. Vous avez déjà distribué les marchés publics à vos proches, signé les contrats avec les bons amis, et tranquillement planifié comment le budget 2026 allait alimenter vos comptes. Vous dormez serein. Et puis, un matin, la nouvelle tombe. Comme un coup près. Comme un orage en plein harmattan. Le budget 2026 est rendu non exécutoire. Signé, voté, adopté, mais gelé. Bloqué. Mis sous clé. Et celui qui a posé ce verrou, c'est Paul Biya lui-même. Les téléphones chauffent. Les groupes WhatsApp s'embrasent. Les couloirs du palais de l'Unité résonnent de murmures inquiets. À Yaoundé, dans les cercles du pouvoir, on ne mange plus. On ne dort plus. On attend. Parce que cette décision, elle ne dit pas seulement « le budget est bloqué ». Elle dit quelque chose de beaucoup plus profond. De beaucoup plus dangereux pour ceux qui sont en place. Elle dit « une nouvelle équipe arrive ». Et vous pouvez rentrer chez vous. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre va vous surprendre. Partie 1. Contexte des faits. Quand un budget devient une arme politique. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Yaoundé, il faut d'abord comprendre ce qu'est un budget d'État, au Cameroun. Sur le papier, un budget, c'est simple. C'est un document qui dit, voilà l'argent que l'État va collecter cette année, et voilà comment il va le dépenser. Routes, hôpitaux, écoles, salaires des fonctionnaires. Logique, non? Mais au Cameroun, le budget est bien plus qu'un outil de gestion financière. C'est un outil de pouvoir. C'est le nerf de la guerre politique. C'est la source à laquelle s'abreuvent les réseaux d'influence, les barons régionaux, les caciques du régime. Chaque ligne budgétaire, c'est une opportunité. Chaque marché public, c'est une faveur. Chaque projet d'infrastructure, c'est un territoire à contrôler. Et pendant des décennies, ce système a fonctionné. Chacun savait ce qui lui revenait. Chacun connaissait sa place dans la chaîne. Mais quelque chose a changé. Le budget 2026, adopté dans les formes habituelles par l'Assemblée nationale et le Sénat, aurait dû suivre le même chemin que tous ses prédécesseurs. Promulgué, publié au journal officiel, décliné en instructions au ministère, puis exécuté. Sauf que cette fois, le président a dit non. Selon les informations rapportées par Albin Michel Ngilo, journaliste connu pour ses analyses politiques sur la plateforme Construire Ensemble, le chef de l'État camerounais aurait délibérément rendu ce budget non exécutoire. Comprenez, les crédits existent sur le papier, mais aucun ministère ne peut engager de dépenses. Les bons de commande ne passent plus. Les marchés publics sont suspendus. Les décaissements sont gelés. C'est une décision d'une puissance symbolique et pratique absolument considérable. Et la raison invoquée est encore plus lourde de sens. Selon ces sources, Paul Biya enverrait un message limpide, ce budget, il ne sera pas exécuté par ceux qui sont là aujourd'hui. Il sera confié à une nouvelle équipe gouvernementale. Une équipe qui, contrairement aux précédentes, serait là pour servir le peuple, et non pour se servir. Ce n'est pas une rumeur de marché. Ce n'est pas une spéculation de journalistes en manque de sujet. Ce sont des signaux qui concordent, et qui dessinent un tableau politique extrêmement clair. Mais ce n'est pas tout. Parce que pour comprendre pourquoi cette décision provoque une telle panique, il faut remonter un peu plus loin. Il faut comprendre qui dirige quoi au Cameroun, et pourquoi certaines personnes avaient tant à perdre. Partie 2. Le conflit, les intouchables ne sont plus intouchables. Il y a une expression qui circule dans les couloirs du pouvoir camerounais. Une expression que les barons du régime aiment répéter entre eux, avec un sourire satisfait, on est là. Être là, ça veut dire, je suis en place. Je suis protégé. Je suis indispensable. Mon réseau est solide, ma position est assurée, et même si le vent tourne, je saurai me maintenir. Pendant des années, certains acteurs politiques et économiques du Cameroun ont cultivé cette certitude. Ils se croyaient indispensables. Intouchables. Incontournables. Et puis Kavé est parti. Marcel Nyanji Fanji, Kavé Yéguié Djibril. Deux noms. Deux géants. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Deux figures qui semblaient aussi permanentes que les collines de Yaoundé.
des hommes dont on pensait qu'ils partiraient les pieds devant, et pas autrement. Mais la surprise a commencé là. Brutalement. Sans préavis médiatique. Sans transition en douceur. Kaveh Yeguier Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis plus de 30 ans, a quitté son poste. Un signal. Un signal d'une clarté absolue pour tous ceux qui savaient lire entre les lignes. Personne n'est intouchable. Ce départ a déclenché quelque chose. Une onde de choc. Parce que si un homme aussi ancré, aussi central dans le dispositif politique camerounais, pouvait être remplacé, alors qui était vraiment à l'abri? Et maintenant, avec le gel du budget, la question se pose avec une acuité nouvelle. Pensez-y. Des marchés publics bloqués. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les entreprises proches du pouvoir ne peuvent plus signer leurs contrats habituels. Les réseaux de commissions parallèles se retrouvent à sec. Les intermédiaires qui vivaient de leur proximité avec tel ou tel ministre ne savent plus à quel saint se vouer. Et les ministres eux-mêmes, ceux qui avaient déjà distribué leurs promesses, qui avaient déjà engagé leurs paroles auprès de leur réseau, se retrouvent dans une position catastrophique. Ils ne peuvent plus livrer. Et dans le monde du pouvoir camerounais, un homme qui ne peut plus livrer est un homme mort politiquement. Mais il y a un autre niveau de conflit ici, et il est encore plus fondamental. Parce que le message de Paul Biya, tel que rapporté par plusieurs analystes, ne vise pas seulement les incompétents ou les paresseux. Il vise quelque chose de plus précis, de plus ciblé. Il vise ceux qui ont cru pouvoir tromper le président. Selon Albin Michel Ngilo, ces responsables auraient, au fil des années, dévoyé la vision du chef de l'État. Refusant de répondre aux besoins des populations, créant des divisions au sein des institutions, nourrissant leurs ambitions personnelles au détriment de l'intérêt général. Et tout en faisant cela, ils continuaient de se montrer aux anniversaires du clan présidentiel, continuaient de se photographier lors des cérémonies officielles, avec le sourire de ceux qui pensent avoir leur ticket. Ils pensaient que la loyauté se démontrait par la présence physique. Ils avaient tort. Paul Biya, lui, observe. Il analyse. Il attend. Et quand il agit de façon décisive, sans annonce préalable, sans débat public. Il agit en son temps, selon ce qu'il veut faire du Cameroun. C'est ça qui rend cette décision si particulièrement terrifiante pour ceux qui sont en place. Ce n'est pas la sanction en elle-même. C'est l'incertitude. Le fait de ne pas savoir si c'est vous qui êtes visé. Si votre nom est sur la liste. Si votre téléphone sonnera bientôt avec un message que vous ne voudrez pas entendre. Et cette incertitude, elle est en train de paralyser Yaoundé. Attendez, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va vous faire voir cette situation d'un tout autre œil. Partie 3, révélation et décryptage, ce que personne ne dit vraiment. Il faut décoder ce qui se passe réellement. Parce que dans la politique camerounaise, rien n'est jamais ce que ça paraît être en surface. Premier niveau de lecture, le gel du budget est une décision technique. C'est ce que diront les communicants officiels si jamais ils daignent s'exprimer. Une décision de bonne gestion, de prudence budgétaire, de rationalisation des dépenses publiques. Ne croyez pas un seul mot de cette version. Deuxième niveau de lecture, c'est un message politique adressé au gouvernement actuel. Un avertissement. Une mise en demeure. Vous n'avez pas fait votre travail. Vous avez failli à vos missions. Votre temps est compté. Troisième niveau, et c'est celui-là qui est le plus intéressant, ce gel du budget est peut-être le prélude à une restructuration profonde de l'architecture du pouvoir au Cameroun. Regardons les faits dans leur ensemble. L'Assemblée nationale a un nouveau président. Le Sénat également. Les deux chambres du Parlement, pendant des décennies sous le contrôle de figures inamovibles, ont été renouvelées. Et maintenant, le budget exécutif est bloqué dans l'attente d'une nouvelle équipe gouvernementale. Cela dessine quelque chose. Quelque chose qui ressemble à une réinitialisation complète de l'appareil d'État. Mais posons-nous la question fondamentale que personne ne pose vraiment, pourquoi maintenant? Le Cameroun traverse une période extrêmement complexe. La crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est pas résolue. Le nord du pays continue de faire face aux incursions de Boko Haram. La situation économique reste tendue, avec une inflation qui pèse sur les ménages les plus vulnérables. Et dans ce contexte, une frange significative de la classe dirigeante aurait continué à s'enrichir, à se partager les ressources, à protéger ses intérêts catégoriels. Si l'on en croit les analyses qui circulent,
le chef de l'État serait informé, par des canaux qui lui sont propres, des réseaux de confiance qu'il entretient en dehors des circuits officiels, de l'ampleur de ce que certains observateurs qualifient de prédation systémique. Des marchés fictifs ou surfacturés. Des projets d'infrastructures abandonnés après décaissement. Des fonds destinés aux services sociaux détournés vers des circuits opaques. Des nominations utilisées comme monnaie d'échange dans des jeux d'influence qui n'ont rien à voir avec la compétence ou le mérite. Et pendant ce temps, les populations attendent. Les routes ne se construisent pas. Les hôpitaux manquent de médicaments. Les écoles manquent d'enseignants. Les jeunes diplômés chôment. Il y a donc une fracture béante entre la réalité vécue par le peuple camerounais et la réalité pratiquée par une certaine élite. Le gel du budget, dans cette perspective, serait une façon de couper le robinet avant de changer les tuyaux. Mais voilà ce qui est vraiment fascinant dans toute cette affaire. Albin Michel Njilo, dans son analyse, cite une expression qui mérite qu'on s'y arrête. Man no run. 3 mots. En pidgin camerounais. Traduction littérale, l'homme ne court pas. Mais le sens profond, dans le contexte camerounais, c'est, il n'y a pas d'échappatoire. Personne ne peut fuir ses responsabilités. Le président voit tout, et tout finit par être réglé. C'est un avertissement. Un avertissement culturellement codé, qui parle directement à ceux qui comprennent le langage du pouvoir à Yaoundé. Et ce n'est pas la première fois que ce type de signal est envoyé avant un grand remaniement. Ceux qui suivent la politique camerounaise depuis des années reconnaissent ce schéma. Le silence d'abord. Puis les signes indirects. Puis une décision spectaculaire qui crée un électrochoc. Et enfin, le grand balayage. La question n'est pas de savoir si un remaniement va avoir lieu. La question est de savoir qui va en sortir vivant politiquement. Et c'est exactement ce que nous allons analyser maintenant. Partie 4. Analyse satirique approfondie, le Cameroun, ce théâtre permanent. Permettez-moi de vous parler un instant de la politique camerounaise avec la franchise que ce sujet mérite. Le Cameroun est un pays extraordinaire à analyser, parce qu'il fonctionne selon des règles que l'on ne trouve dans aucun manuel de sciences politiques. Ce n'est pas une démocratie au sens occidental du terme. Ce n'est pas non plus une dictature au sens classique. C'est quelque chose de plus subtil, de plus complexe, de plus camerounais. C'est un système où le chef est omniprésent sans être toujours visible. Où les décisions tombent sans préambule, sans communiqué de presse, sans conférence de presse. Où la proximité avec le pouvoir ne protège pas nécessairement, et où l'éloignement apparent n'est pas toujours une disgrâce. C'est un système où, comme on dit chez nous, on peut danser au premier rang du cortège et être le premier à tomber. Regardons ces ministres et responsables qui se croyaient intouchables. Analysons-les avec l'œil du satiriste, mais aussi avec l'œil du citoyen lucide. Il y a d'abord le syndrome de la présence spectaculaire. Ces responsables qui pensent que leur job consiste à apparaître dans les cérémonies officielles, à prononcer des discours enflammés sur la vision du chef de l'État, à se photographier en grand complet devant des chantiers qui n'avancent pas. Ils ont confondu le paraître et l'être. Ils ont pensé que la politique, c'était du show business. Et dans un sens, ils n'avaient pas totalement tort. La politique camerounaise, ça se voit, ça se montre, ça se met en scène. Mais apparemment, il y a quelqu'un qui regardait les coulisses en même temps que la scène. Il y a ensuite le syndrome du ticket garanti. Ah, celui-là, c'est un classique. C'est ce responsable qui passe son temps à s'assurer qu'il est présent à chaque événement de la famille présidentielle. L'anniversaire de la fille? Présent. La cérémonie de remise de prix? Présent. La réception diplomatique? Présent, avec son plus beau boubou et son sourire le plus sincère. Ces gens-là ont développé une théorie politique selon laquelle la loyauté physique équivaut à l'immunité politique. Voir et être vu. Sourire et serrer des mains. Et espérer que cette présence permanente soit enregistrée quelque part dans les registres du pouvoir. Sauf que visiblement, les registres du pouvoir ne comptabilisent pas les sourires. Ils comptabilisent les résultats. Il y a également le syndrome de la bonne excuse permanente. Pour ces responsables, il y a toujours une raison pour laquelle les projets ne se réalisent pas. La conjoncture internationale. Les partenaires qui ne décaissent pas. Les populations qui ne comprennent pas. La crise sécuritaire. La crise sanitaire. La crise intel. La crise chose. Pendant ce temps, les mêmes projets figurent dans les budgets successifs, d'année en année,
consommant des crédits dont la destination réelle reste mystérieuse. Et c'est peut-être là le nœud du problème que le chef de l'État semble vouloir trancher. Parce que des budgets, le Cameroun en a eu. Des ressources naturelles, le pays en a. Du potentiel humain, il en regorge. Ce qui a manqué, ce n'est pas l'argent. Ce qui a manqué, c'est la volonté d'exécuter. Et maintenant, la satire devient sérieuse. Parce qu'il faut dire quelque chose d'important, quelque chose que la polémique politicienne tend à occulter, le Cameroun a des problèmes réels, urgents, concrets. Des millions de Camerounais vivent sans accès régulier à l'eau potable. Des régions entières sont enclavées faute d'infrastructures routières dignes de ce nom. Le système de santé manque de tout, des médicaments essentiels jusqu'aux équipements de diagnostic les plus basiques. L'école publique se vide au profit d'un secteur privé souvent inaccessible aux plus pauvres. Ces réalités ne sont pas des abstractions statistiques. Ce sont des vies. Des enfants qui naissent dans des maternités sans électricité. Des paysans qui perdent leur récolte faute de route pour accéder au marché. Des malades qui meurent de pathologies parfaitement traitables, simplement parce que le système ne fonctionne pas. Et pendant ce temps, une partie de la classe dirigeante se servait. Ce n'est pas une accusation gratuite. C'est un constat que font quotidiennement des millions de Camerounais. Un constat que font les partenaires techniques et financiers du pays. Un constat que font, dans leur fort intérieur, même ceux qui sont à l'intérieur du système. Alors quand le chef de l'État décide de geler le budget et d'annoncer, selon les sources qu'il interprète, une nouvelle équipe, il touche quelque chose de profond dans la conscience collective. Il dit, j'entends le peuple. J'ai vu ce que vous avez fait. Et ça va changer. Que ces promesses se réalisent ou non, c'est une autre question. Mais le signal politique, lui, est réel. Et il y a quelque chose de profondément révélateur dans la réaction de la classe politico-économique yaoundéenne face à cette annonce. La panique. Le mot n'est pas de moi. Il est dans les analyses. Il est dans les témoignages. Il est dans le comportement observable de ceux qui, soudainement, n'arrivent plus à dormir la nuit. Et savez-vous ce que cette panique révèle, fondamentalement? Elle révèle que ceux qui paniquent savent exactement pourquoi ils devraient paniquer. Elle révèle une conscience coupable. Parce qu'un homme qui a bien fait son travail, qui a utilisé les ressources publiques conformément à leur destination, qui peut défendre chaque décision qu'il a prise devant n'importe quelle commission d'enquête, cet homme-là ne panique pas. La panique, dans le contexte camerounais, c'est l'aveu involontaire de ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Et apparemment, il y en a beaucoup. Mais attendez encore, parce que je veux vous parler d'un aspect que l'on néglige systématiquement dans cette analyse. Regardons ce qui se passe du côté des populations ordinaires. Ces Camerounais qui n'ont pas de réseau, pas de convoi, pas de carte de visite avec un titre. Ces hommes et ces femmes qui se réveillent chaque matin et font leur travail honnêtement, qui paient leurs impôts, qui espèrent que quelque part, quelqu'un pense à eux. Pour eux, cette décision de gel budgétaire, c'est une nouvelle qui peut être lue de deux façons. La première lecture, l'espoir. Enfin, quelqu'un tire sur les freins. Enfin, quelqu'un dit que ça ne peut plus continuer comme ça. Enfin, peut-être, une équipe qui va vraiment travailler. La deuxième lecture, l'inquiétude. Parce que dans les périodes de transition, de remaniement, d'incertitude institutionnelle, ce sont toujours les plus vulnérables qui souffrent en premier. Les marchés publics bloqués, ça veut aussi dire des entreprises locales qui ne peuvent pas honorer leurs contrats. Des ouvriers qui ne reçoivent pas leur salaire. Des sous-traitants qui attendent des paiements. La politique a des victimes collatérales. Et elles s'appellent toujours les mêmes, les petites gens. C'est pourquoi, au-delà de la dramaturgie politicienne, au-delà des jeux de trône entre barons du régime, la question fondamentale demeure, est-ce que ce changement, quel qu'il soit, va finalement profiter aux Camerounais ordinaires? Parce que si une nouvelle équipe arrive avec les mêmes pratiques, les mêmes réflexes, la même logique du partage au sommet et de la misère à la base, alors le remaniement ne sera qu'un rafraîchissement de façade. Un changement de visage, pas de vision. Et le Cameroun aura manqué, encore une fois, une occasion de se réinventer. Conclusion, et maintenant, à vous de jouer. Voilà donc où nous en sommes. Un budget 2026 gelé. Des marchés publics bloqués. Une classe dirigeante en panique. Et un président qui, selon les analyses disponibles, enverrait un message sans ambiguïté, le temps des prédateurs est terminé. Le départ de Kavé était un signe. Le gel du budget est une confirmation.
Et la grande question qui plane sur Yaoundé comme un nuage de saison sèche, c'est, qui sera dans la prochaine équipe, et qu'est-ce que cette équipe va vraiment faire différemment? Ce que cette séquence politique nous enseigne, fondamentalement, c'est que la durée au pouvoir ne confère pas l'immunité. Ni les relations. Ni les sourires dans les cérémonies. Ni les déclarations de loyauté. Ce qui compte, à la fin, c'est ce que vous avez construit, ce que vous avez livré, ce que les populations peuvent toucher concrètement. Man no run, comme l'a dit Albin Michel Ngilo. Personne ne court assez vite pour échapper à ses propres actes. Et il y a quelque chose de profondément juste là-dedans, même si on peut débattre à l'infini des méthodes, des timings, des intentions réelles derrière cette décision. Les Camerounais, eux, regardent. Ils ont appris, depuis des décennies, à décoder les signaux. À lire entre les lignes des communiqués officiels. À comprendre ce que le silence dit mieux que la parole. Et dans les quartiers de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Garoua, de Buéa, partout où des Camerounais ordinaires tentent de construire quelque chose avec les moyens du bord, les gens regardent et se posent toujours la même question. Cette fois, est-ce que ça va vraiment changer? C'est une question que je vous pose directement. À vous qui regardez cette vidéo. Parce que vous êtes Camerounais, ou vous vous intéressez au Cameroun. Parce que cette question vous concerne. Est-ce que vous pensez qu'un remaniement gouvernemental, quelle que soit son ampleur, peut transformer durablement le fonctionnement de l'État camerounais? Ou est-ce que le système est trop profondément ancré pour changer par simple décision présidentielle? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez votre analyse. Débattez. Parce que ce pays appartient à ceux qui le vivent, pas seulement à ceux qui le gouvernent. Et si cette vidéo vous a apporté quelque chose, une information, une perspective, une réflexion, abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se passe au Cameroun. Man no run. Et nous, on ne recule pas devant l'analyse. À très bientôt.